Bienvenue aussi dans Liberté et Prospective. Ce soir, nous allons traiter d'un sujet très sérieux, l'inflation des textes juridiques, avec Stéphanie Kerbar, ancienne députée, et mon très cher professeur Christian Bigot. Tu as la parole. Merci, Présidente. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que notre think tank Liberté et Prospective est heureux de vous accueillir ce soir, aujourd'hui, pour cette conférence donc, sur un sujet d'actualité, l'inflation des textes législatifs. Alors que nous nous réunissons pour explorer les divers aspects de cette réalité, il est essentiel de prendre conscience des implications profondes que cela peut avoir sur notre système juridique, nos institutions, notre quotidien et sans oublier notre économie. Ce soir, nous nous engageons dans un dialogue ouvert et constructif pour comprendre les causes de cette inflation, explorer ses conséquences sur la société et surtout discuter éventuellement de solutions innovantes qui pourraient simplifier notre cadre juridique sans sacrifier l'intégralité de nos lois. Au cours de cette conférence, nous aurons l'opportunité d'entendre M. Christian Bigot partager ses idées et ses expériences sur notre responsabilité de contribuer à façonner un avenir où nos lois seront non seulement justes et équitables, mais aussi accessibles et compréhensibles pour tous. Christian Bigot, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit public et en études politiques de l'Université Paris II, ainsi que d'un doctorat d'État en droit public et d'un doctorat en histoire. Il a occupé le poste d'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Il est également membre de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement depuis 2017. En 2012, Christian Bigot a été décoré chevalier de l'Ordre national et du mérite et officier des palmes académiques. Et durant sa carrière, M. Bigot a occupé diverses fonctions dans l'administration, notamment en tant que conseiller technique dans plusieurs cabinets ministériels, maître de conférences en droit public à l'Université Paris Saint-Denis-Descartes et chargé de mission pour les affaires parlementaires au cabinet du maire de Paris. Il est également membre de différentes commissions et observatoires liés à l'éducation et à la recherche. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages juridiques, notamment sur les finances publiques, le droit budgétaire, le droit constitutionnel et les institutions politiques françaises. Mesdames et messieurs, je vous encourage à participer activement aux discussions et à poser vos questions. Vous pouvez également le faire en levant la main pour les gens qui nous suivent en ligne, en visio. Et ce soir, en rejoignant notre think tank Liberté et Prospective. Je souhaite partager aussi la vision de Didier Vaux, juriste spécialiste en droit constitutionnel et en droit public, qui dit que le législateur doit être conscient de la nécessité de produire des textes de qualité, clairs, cohérents et accessibles, afin de préserver la conscience des citoyens dans l'état de droit et de garantir l'efficacité de l'action publique. Je vous souhaite à tous une conférence fructueuse et inspirante. Merci de votre présence, ici ou à distance, de votre engagement envers une société où justice et clarté législative doivent prévaloir. Je vous remercie. Et je vous laisse la parole. Merci. Alors, le sujet était l'inflation législative et réglementaire. Cette inflation crée un paradoxe qui est l'insécurité des normes. Alors, tout d'abord, quand on parle de normes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous rappelle déjà ce qu'on appelait la normalisation. Ceux qui étudient les régimes politiques savaient que sous Léonid Brejnev, en Union soviétique, il employait le terme normalisation, ça veut dire entrer dans les normes, et c'est un discours qu'il a prononcé, un article qu'il a fait dans la Pravda en 1968, qui s'appelait la doctrine de la souveraineté limitée. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là que tous les États communistes devaient appliquer non seulement les normes, mais selon la philosophie de l'Union soviétique. Et dès la même année, en 1968, il joignait l'acte à la parole, ou la parole aux actes, puisque les troupes du pacte de Varsovie rentraient en 1968 en Tchécoslovaquie pour rappeler
le gouvernement, je ne dirais pas dissident, mais enfin pour un autre communisme qui était souhaité, à l'orthodoxie soviétique, puisque ce gouvernement était remplacé par un gouvernement à la solde de Léonid Brejnev. Deuxième élément d'actualité, la Russie. L'importance des normes est considérable, puisque c'est grâce au respect ou au non-respect des normes que la commission électorale a exclu pour les élections présidentielles de mars prochain de nombreux candidats et en n'en laissant subsister que 4. C'est au nom des normes qu'un certain nombre de candidats ont été évincés de la candidature. Enfin, troisième souvenir, tous ceux qui avaient été dans le régime, dans les républiques démocratiques allemandes, connaissaient l'usage des normes, qui était un moyen pour le pouvoir de contrôler la population. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous étiez quelqu'un qui n'était pas favorable au régime, par exemple, pour obtenir une autorisation de sortie, le poids des normes aboutissait à ce que jamais vous ne l'obteniez. Et aujourd'hui, dernier exemple, étranger, pour montrer que l'usage des normes n'est pas quelque chose de spécifique à la France, la Chine. La Chine contrôle les citoyens quotidiennement, ce qui veut dire que le non-respect des normes aboutit à des points négatifs pour le citoyen qui ne les respecte pas et à terme aboutit à une condamnation et à une exclusion de la société chinoise. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le contrôle social par l'usage des moyens les plus modernes. Alors pour la France, la question des normes permet un constat qui est un paradoxe de la société française. Elle appelle de ses voeux une réglementation simplifiée tout en sollicitant davantage et en permanence des règles en cas de problème. Il en résulte effectivement une inflation législative et réglementaire. Et elle se mesure quantitativement et qualitativement. On le verra. Et il en résulte une complexité des règles. J'ajoute que le numérique aggrave cette situation et tout cela contribue à restreindre les libertés publiques, tandis que la spécialisation du droit ainsi créée aboutit à un effet opportuniste pour certains et surtout une intrusion dans la vie quotidienne. Donc, cette inflation des normes, qui est d'ailleurs d'actualité, puisque l'explosion paysanne de janvier 2024 a contesté ce qu'ils appellent le millefeuille de normes qui paralyse le quotidien et rendent impossible la survie agricole, eh bien, cet exemple, parmi tant d'autres, souligne la déstabilisation des citoyens, souligne les coûts économiques extrêmement importants et se traduit par un manque de clarté dans la législation. Alors, ce paradoxe se constate depuis plusieurs années dans la société française qui demande une réglementation plus simple, plus lisible et moins envahissante. Mais dans le même temps, je vous le répète, demande une réglementation dès qu'un problème apparaît. Alors, l'inflation législative et réglementaire, je vous l'ai dit, elle se constate selon une double dimension. Première dimension, qualitative. Qualitative, avec la complexification, voire un byzantinisme des règles, et même éventuellement leur imbrication entre elles, qui les rend difficilement compréhensibles. Et cela se traduit par une spécialisation du droit, cela se traduit par un effet d'aubaine pour les astucieux, on choisit la règle qui lui convient, et tout à fait, dernier élément, cela se traduit par une rente de complexité pour certains. Voilà pour l'aspect qualitatif. Aspect quantitatif, maintenant,
Cet aspect se traduit par un accroissement du nombre de règles appliquées sans que des règles dans le même temps soient abrogées. Donc tout à l'heure, je vous montrerai l'effet que cela a sur le flux et le stock des normes applicables en France. Alors, le numérique, il a renforcé les processus bureaucratiques qui étaient préexistants et il a accru le nombre de textes, souvent d'ailleurs au nom de l'instantanéité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le numérique, cela permet de rédiger des textes beaucoup plus rapidement, premier avantage. Et deuxième avantage, quantitativement, on peut faire des dizaines et des dizaines de pages. Un exemple, l'Éducation nationale, sous M. Blanquer, il avait été souhaité de réduire les normes. Donc, effectivement, le nombre de circulaires pendant le mandat de M. Blanquer a diminué. Mais il les avait remplacés par des vademecum. Ça veut dire des documents qui étaient l'équivalent de circulaires, mais qui avaient l'avantage de ne pas avoir à être publiés dans un bulletin officiel ou dans un journal officiel. C'était un tirage à part qui était envoyé au recteur et à tous les utilisateurs, mais qui n'était pas comptabilisé au titre d'un instrument normatif. Donc, ce système du numérique, il accroît le nombre de textes et ça a comme conséquence de réduire et de restreindre les libertés publiques. Il faut se dire que pour chaque texte nouveau, c'est une liberté qui recule. Pour certains, même, il y a un risque totalitaire d'une société complètement normée. Société complètement normée, à l'instar des régimes totalitaires, soit fascistes, soit communistes d'ailleurs, où la liberté est l'exception et la réglementation ainsi que l'autorisation, le principe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ces régimes-là, tout est soumis à l'autorisation. Et tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Pour certains, il y a un risque totalitaire d'une société complètement normée. S'y ajoute une modification du rôle de Parlement pour la France, dont le contrôle parlementaire s'est réduit sous la coercition des groupes d'intérêt et lobbyistes. L'exemple que je peux vous donner est l'exemple des écologistes. Ces derniers se sont substitués sous l'appellation de Convention citoyenne pour le climat, qui comprenait 150 personnes, vous avez bien entendu, tirées au sort. Donc, ils se substituent au Parlement pour l'adoption d'une loi qui s'appelait la loi dite Climat et Résilience. Cette loi comprend 305 articles qui touchent tous les domaines de la vie quotidienne et elle est l'exemple même d'un texte restrictif des libertés, notamment la liberté de circulation avec les zones à faible émission, notamment la liberté de propriété avec le concept de la zone d'artificialisation nette, ce qu'on appelle le ZAN, qui limite l'acte de construire. Ensuite, le diagnostic de performance, DPE, dont on est à la 4e modification depuis la loi. J'ajoute qu'à l'heure qu'il est, le texte n'est toujours pas stabilisé. Ce diagnostic de performance qui pose des interdictions et des obligations et qui institue progressivement, comme l'application de cette loi, un contrôle social qui s'étend jusqu'au menu des cantines des établissements scolaires et universitaires, qui s'étend aux établissements sous l'égide de l'Éducation nationale, avec l'éducation au développement durable, au primaire, au lycée, sans oublier l'interdiction des vols domestiques lorsqu'il existe une alternative. Ce texte de loi, dont la légitimité est parfaitement contestable, 150 personnes ont contribué à sa rédaction, qui n'ont aucune légitimité sauf le fait du prince.
eh bien ce texte réalise une intrusion dans la vie des citoyens que seuls les États communistes pratiquaient. On contrôle les logements, on contrôle les voitures, on contrôle la construction, on contrôle les menus, on contrôle les moyens de déplacement. Bref, Brejnev s'y reconnaîtrait. Deuxièmement, ces textes infantilisent les citoyens. Effectivement, il faut parler des textes sanitaires ou ceux relatifs à la communication pour protéger l'information officielle. Cette évolution contribue à accroître les pouvoirs d'administration. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous adoptez un texte, il faut des fonctionnaires, d'abord pour rédiger des textes d'application, très souvent, les interpréter, et deuxièmement, les contrôler. C'est pour ça que tout cela a un coût financier extrêmement important. J'écoutais monsieur le ministre des Finances qui cherche des économies. Si j'étais à son cabinet, j'ai plein d'idées, à commencer par les nombreux observatoires et commissions, autorités administratives indépendantes, croyez-moi, on aurait pu atteindre même les 12 milliards qui étaient initialement prévus, même si c'est cantonné qu'à 10 à la télévision. Donc, encore un exemple que je puis vous donner de cette évolution liberticide, par le truchement des normes, une proposition de loi du député Guillaume Vittel, je cite, portant renforcement du contrôle de la décence des logements, fermez les guillemets, qui vise à mettre en place dans le parc locatif français un contrôle technique pour les logements, à l'instar du contrôle technique qui existe pour les véhicules. Donc, face à cette inflation et à cette complexité, le citoyen est désemparé. Je ne vous donne pas d'exemple sur ma prime rénov', enfin, si vous pensez à ça, vous êtes parfaitement bien fondé. Les normes, lorsqu'elles sont trop nombreuses pour être connues et trop compliquées pour être comprises, créent non pas un sentiment de sécurité, ce qu'elles devraient contribuer à faire, mais au contraire, une incertitude, voire une anxiété. Le citoyen ne sait pas quel texte on va lui appliquer, et donc si on lui applique le mauvais, il va être sanctionné, comme n'appliquant pas la dernière norme connue. Donc, on va étudier le problème. Premier, il y aura 2 points dans l'exposé que je vais faire. Le premier point, d'où provient la sécurité des normes? La sécurité des normes provient d'un nombre de textes, de leur volume et de leur complexité, qui ne cesse de s'amplifier. Pourquoi? Parce qu'un texte en appelle un autre, et ainsi de suite. 3 niveaux, j'allais dire, se superposent pour poser des textes. Alors, il y a tout d'abord le droit interne, le droit communautaire et les conventions internationales bilatérales et multilatérales. Cette multiplication des sources de droit et donc de celle des émetteurs de normes se scinde en 2 catégories. Tout d'abord au plan externe, c'est-à-dire les normes qui nous viennent de l'extérieur, elles nous viennent des organisations internationales et européennes. Au plan interne, le Parlement, dont l'adoption d'un grand nombre d'amendements allonge les textes, éventuellement le président de la République avec l'article 16 de la Constitution, ça c'est un peu historique, et surtout le gouvernement avec le pouvoir réglementaire et les ordonnances de l'article 38, s'y ajoutent les exécutifs et pouvoirs délibératifs territoriaux, et enfin les partenaires sociaux par les dispositifs conventionnels étendus ou non par les pouvoirs publics. À ces sources, je dirais, de droit commun, s'ajoutent les trop nombreuses autorités administratives indépendantes. Je n'insiste pas sur l'une d'entre elles qui a défrayé la chronique, puisqu'en plus, ces pouvoirs s'étendraient jusqu'à pouvoir vérifier l'opinion politique de toute personne qui interviendrait dans certaines chaînes de télévision. Brejnev n'est vraiment pas mort. Les textes de droit interne émanent du Parlement, les lois, du gouvernement, les décrets, les arrêtés, les ordonnances, voire les circulaires réglementaires. Sans compter ceux émanant des autorités décentralisées, préfets, recteurs, et des autorités décentralisées, arrêtés des exécutifs territoriaux et délibérations des assemblées. Tout ceci se traduit par un accroissement du nombre de mots dans les codes. La France détient une 30aine de codes. Là, par contre, c'est une solution à saluer. Elle était l'œuvre d'ailleurs de Jacques Chirac,
qui a poussé la commission de codification, et ça a au moins un avantage, c'est que tous les textes relevant d'un domaine se trouvent dans un code. Je ne dis pas qu'il y a toujours une vraie harmonie entre les codes, je ne vais pas jusque-là quand même. Alors, ça s'est traduit par un accroissement du nombre de mots. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner l'idée du nombre de mots apportés sous les quinquennats. Par exemple, Code civil, sous Jacques Chirac, 14 000 mots. Code de la construction, 111 000 mots. Code de l'urbanisme, 28 000 mots. Code du travail, 66 000 mots. Code général des impôts, 199 000 mots. Code de la santé, 505 000 mots. Code de l'environnement, 203 000 mots. Tout Sarkozy, Code civil, 11 000 mots. Code de la construction, 80 000. Code de l'urbanisme, 8 000. J'arrive à Macron, premier mandat, sur premier quinquennat. Code civil, 110 000. Code de la construction et de l'habitation, 101 000. Code de l'urbanisme, 35 000. Code du travail, 100 000. Code général des impôts, 43 000. Alors, par contre, c'est un chiffre très bas par rapport aux autres présidents de la République. Code de la santé, 245 000. Et enfin, Code de l'environnement, 177 000 mots. Tout ça pour vous montrer les conséquences de l'inflation législative. C'est un alourdissement, j'allais dire, du processus réglementaire et législatif. Alors, la question qu'on se pose, quelles sont les causes de l'inflation? Les causes de l'inflation, c'est les différentes typologies des lois qui s'ajoutent. Il y a un phénomène d'empilement. Alors, il y a tout d'abord les lois de ratification de conventions internationales. Leur nombre s'accroît considérablement du fait d'extension et de la technicité des domaines des conventions internationales liées au grand nombre d'États, au développement des relations internationales et à l'activité importante des exécutifs nationaux. Là aussi, c'est une profession qui a disparu de la fonction publique, c'est celle des ambassadeurs. Il faut dire une chose, c'est que depuis que les présidents de la République, c'est la Ve République, fait que les actes les plus importants sont signés par le président de la République en grande pompe, soit en France, soit dans un État avec lequel on est parti, ça réduit d'autant le pouvoir des ambassadeurs, puisqu'ils sont autorisés par le président de la République. Et je dirais que parallèlement à la diminution des pouvoirs du président de la République, en revanche, dans ce domaine-là, on peut signer n'importe quoi. Je n'ose pas dire que vous avez le dernier exemple avec la Convention en ce qui concerne l'Ukraine, mais que je n'ai pas vu une délibération du Parlement ouvrant les crédits pour permettre au président de la République de signer ce type d'accord. Donc, ces textes illustrent la volonté d'instituer et parfaire un cadre juridique international par des accords internationaux qui visent à réguler les rapports étatiques. Et il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est un moyen pour les chefs d'État d'avoir une visibilité internationale, peu importe si l'accord n'est pas appliqué. Deuxième élément, les directives européennes que l'on transpose dans le droit national. Leur nombre et leur domaine s'accroissent, tout d'abord au rythme des transferts de souveraineté consentis par les traités, ratifiés depuis le traité de Rome à aujourd'hui. Ces textes, issus de négociations, sont le résultat de compromis qui estompent la netteté des formules et soulignent l'accroissement des compétences de l'Union, tant dans les domaines classiques que nouveaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les directives font l'objet de négociations. Donc, dès l'instant où vous négociez, il y a des compromis. Il y a même des compromis sur les mots qui sont choisis. Ce qui est un inconvénient pour la lecture des textes après. Enfin, si vous voulez un exemple, regardez bien les directives européennes. C'est l'exemple de l'anti-clarté. Tout le monde y trouve un peu ce qu'on a envie d'y trouver. Ce qui conduit malheureusement la France, dans un souci de toujours faire mieux, de laver plus blanc que blanc, à pratiquer des surtranspositions de directives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ajoute des dispositions et des obligations à celles qui sont posées par le texte que l'on adopte. Donc, on dépasse les obligations qui sont mises à la charge des autres États européens. Ça vous a probablement échappé, et c'est l'objet de contestation numéro 1 des agriculteurs et des paysans français. Car ils ont des contraintes en France bien supérieures aux contraintes des mêmes catégories socio-professionnelles dans nos États voisins européens.
Donc, cette surabondance de réglementation française a conduit le Forum économique mondial à classer la France en 2018 au 107e rang sur 140 pays pour le fardeau administratif. Il faut savoir que la production réglementaire est une des composantes de l'indice de compétitivité mondiale. Troisième type de loi, les actes législatifs et réglementaires internes. Là, l'apparition de nouvelles branches de droit, pour la consommation, de l'urbanisme, l'écologie, du numérique, le nucléaire, les nouvelles technologies. Bref, dans ces domaines, les multiples textes sont sans cesse modifiés. Pourquoi? Parce que c'est une législation technique qui évolue dans le temps. Donc, elles sont modifiées pour tenir compte des innovations et des nouveaux comportements. Leur technicité suscite par ailleurs un manque de confiance quand ce n'est pas une incompréhension des termes utilisés. Quatrième raison de l'inflation, type d'acte, la nécessité de réglementer de nouveaux domaines de l'activité humaine. Le progrès technique fait naître de nouveaux dangers pour les individus, ce qui conduit à intervention de l'État. Exemple, la loi relative à la bioéthique, à la captation d'images, à la protection des libertés, etc. Ce sont des lois qui sont très souvent modifiées. Ensuite, les demandes des groupes de pression, voire des lecteurs, concernant la revendication de droits nouveaux. La loi générale, unique et applicable pour tous est remplacée par autant de lois que demandent les diverses catégories de citoyens. Le PACS, le mariage pour tous, etc., ou des sujets spécifiques, l'euthanasie, la GPA, etc., etc. Autre raison, l'exigence croissante de sécurité des citoyens. Elle demande à l'État, cette exigence, de les protéger contre tous les dangers actuels et même futurs. L'exemple type, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Il a fallu, quand Jacques Chirac a fait intégrer ce principe dans la Constitution, qu'on puisse imaginer quels seront les dangers dans 20 ou 30 ans. On pensait bien qu'on était fichtrement incapable de le faire. Et cela veut dire que c'est la jurisprudence qui va combler l'absence de précision de ce texte, parce que si c'était une loi ordinaire, on peut la modifier relativement facilement. Quand c'est une loi constitutionnelle, c'est beaucoup plus difficile, voire parfois impossible. Ensuite, les citoyens demandent des lois nouvelles en raison des vertus et de la force symbolique qu'ils prêtent à la loi. C'est ce que l'on appelle le légicentrisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un citoyen demande une loi, dès l'instant où la loi est votée et publiée, il considère qu'il est protégé. Et il considère que, comme c'est au niveau législatif, il est déjà protégé contre des éventuelles modifications réglementaires. C'est vrai, sauf que malheureusement, le légicentrisme n'est pas garanti à 100%. Il y a un certain nombre de lois, soit qui ne sont jamais appliquées, soit qui ne sont appliquées que partiellement. D'abord parce que le gouvernement ne prend pas les décrets d'application. Voilà. Donc, la loi aujourd'hui, en plus, pallie l'insuffisance du lien social, voire comble la dégradation des codes non écrits de civilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes dans le métro, quelqu'un vous bouscule, vous moleste, etc., etc. Vous demandez un texte. Alors, généralement, c'est un texte de nature pénale pour prévoir une nouvelle incrimination pénale dans le code pénal. C'est la raison pour laquelle le code pénal, indépendamment que pour moi il est un tract électoral, car il est rarement appliqué, est extrêmement épais. Et que même les juges s'y retrouvent parfois difficilement. Donc, si vous voulez, ce système-là se traduit par un recul de la libre régulation des mœurs, par la culture, qui est comblée par la contrainte des normes et la pénalisation des rapports sociaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne peux pas obtenir un comportement, je vais poser un texte qui vous oblige au comportement, et pour qu'il soit respecté, je vais pénalement le censurer. D'où l'inflation
j'allais dire, des incriminations pénales dans notre pays, d'où les délais de jugement exorbitants du droit commun, parce qu'effectivement, c'est un système qui complique, qui permet l'intrusion des avocats dans des problèmes où jusqu'alors ils n'étaient pas, donc il y a un coût financier pour les individus et pour la société. Dans le même temps, certains dénoncent la prolifération des règles et d'interdictions matérialisant des atteintes aux libertés individuelles, ce qu'on appelle un despotisme démocratique, qui concerne la vie privée. On vous explique un peu comment il faut vivre, qui concerne la consommation. À midi, j'entendais qu'ils vont vers une restriction de la consommation des viandes rouges, qui concerne le tabac, qui concerne l'alcool. On vous dit un verre ça va, 2 verres, bonjour les dégâts. Voilà, qui concerne l'alimentation, mais aussi la sécurité routière au nom d'un paternalisme bien pensé. Autre cause de l'inflation législative, l'attention portée par les gouvernants au mouvement d'opinion publique suite à un accident, un scandale, un attentat. Autrefois, quand il y avait ces problèmes-là, le Parlement créait une commission. Je ne prétends pas que ça aboutissait toujours à quelque chose, mais il y avait déjà une volonté d'étude. Aujourd'hui, c'est immédiatement l'adoption d'un texte qui est immédiatement annoncé quand le ministre arrive sur le lieu de la catastrophe. Il ne sait pas comment c'est arrivé, il ne sait pas si c'est pour des raisons techniques, si c'est pour des raisons humaines, mais il annonce déjà un texte de loi. Eh bien, cela conduit à rédiger des textes à chaud, sans recul, pour donner satisfaction aux médias et à l'opinion publique, textes qui sont parfois inapplicables par la suite. Je vais vous donner 5 exemples de faits médiatisés et en quoi ça a débouché. Licenciement chez Michelin à l'automne 99 sous notre ami Lionel Jospin. C'était terrible pour lui. Surtout qu'il avait déclaré peu de temps avant que l'État ne pouvait pas tout faire. Quand on est socialiste, c'est dramatique. Donc, il faut adopter une loi relative aux nouvelles régulations économiques, qui devait normalement interdire les licenciements par les conditions qu'elle posait, afin d'éviter ce qu'ils appelaient à l'époque des licenciements boursiers. Je ne veux pas faire le bilan de la loi parce que ça serait terrible. Deuxièmement, l'Erika, naufrage d'un pétrolier le 12 décembre 1999, toujours sous Jospin. Il était en bise-bise avec Jacques Chirac, il fallait tout de suite répondre à l'opinion publique, et là il avait une certaine réactivité, même si malheureusement les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Il fait voter le 3 mai, puisque là c'était le 12 décembre 1999 que l'Erika passe son bain, il fait voter le 3 mai la loi relative à la répression des rejets polluants des navires. Je vous parenthèse, elle n'a pas changé grand-chose à la situation, car en général, quand il y a un navire qui pollue, il évite de le faire au bas des côtes. Autre fait médiatisé, Vincent Lambert, acharnement thérapeutique. Là, c'est notre ami Raffarin, il fait voter la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Ça n'a pas résolu le problème non plus, puisque, comme vous le savez, c'est la Cour de cassation qui a tranché sur l'autorisation d'aider à mourir Vincent Lambert. Mais peu importe, la loi a donné tellement de satisfaction publique qu'il ne faut surtout pas se priver de test. Autre exemple, le meurtre d'un gardien de la paix en novembre 2003 par un multirécidiviste. Sous le gouvernement Villepin, là encore, le fait a lieu en novembre 2003, eh bien, est votée une loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Là aussi, aggravation des sanctions pénales, mais il faut que les juges soient d'accord. Autant la loi Perfit, avant 81, liait les juges dans l'imputation pénale qui était retenue, autant depuis M. Robert Badinter, il a donné la liberté d'appréciation aux juges, ce qui fait que, malgré ce que dit le code pénal, entre un minimum et un maximum, c'est très souvent le minimum qui est retenu. Et à condition, naturellement,
que le récidiviste soit considéré comme Saint-Esprit s'il devient de plus en plus rare. Enfin, meurtre d'une joggeuse à Villeneuve-Forêt par un récidiviste, fin septembre 2009. Vous voyez que la loi de 2003 a eu quand même beaucoup d'effets, puisque en 2009, on repompe un même texte, sous Fillon, et là encore, loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. Tous ces exemples-là, et j'aurais pu vous en citer encore un grand nombre, parce que c'est quelque chose qui est permanent. Dès l'instant où il y a un fait divers, un accident, il y a tout de suite une loi qui est annoncée. Et donc, à partir de ce moment-là, le ministre ne peut plus reculer. Il est obligé de donner l'os, c'est-à-dire de donner un texte législatif qui sortira de sa promesse. Alors, ces lois votées sous l'émotion publique aboutissent à une complexification croissante de l'ordonnancement juridique et du processus de production des jugements, qu'ils relèvent du contentieux civil ou du contentieux pénal, tout en imposant au juge une adaptation permanente. Effectivement, quand vous changez les dispositions pénales tous les 3 ans, le temps qu'ils subissent les cours, qu'il y ait circulaire interprétative et que le texte soit adopté par une juridiction, ça veut dire qu'ils se sont recyclés, ça a perdu du temps, et il y a un phénomène d'accumulation parce que la machine judiciaire continue les condamnations, tout naturellement. Alors, ce système entraîne tout d'abord une instabilité des textes, j'ai pas besoin d'y insister, qui explique l'augmentation des stocks et l'allongement des délais de jugement. À cette inflation législative et réglementaire s'ajoute la multiplication des circulaires pour expliquer les nouvelles normes, sans compter les exigences juridictionnelles. Qu'est-ce que je veux dire? Les premières décisions juridictionnelles s'imposent et doivent être respectées, ce qui oblige à nouveau les magistrats à avoir une formation, d'abord pour connaître la jurisprudence, et deuxièmement, pour la comprendre. Ensuite, autre source de l'inflation, l'édiction de textes de loi que j'appelle faire-valoir, qui est aussi une cause de l'inflation législative. Les ministres cherchent à laisser leur nom dans l'histoire. Cette pratique permet à son auteur de bénéficier de 3 retombées médiatiques minimum. Lors de l'annonce du texte, vous avez entendu un accident, je vais prendre un texte pour éviter ce type d'accident sans nouvelle, dit le ministre, puis la présentation du texte au Conseil des ministres. Pour un ministre, c'est le nec plus ultra. Pourquoi? Parce que devant le président de la République, au titre du projet de loi déposé, il lit dans l'arrêté du ministre une note de synthèse de présentation de son projet de loi. Donc la presse reçoit le compte-rendu du Conseil des ministres, qui a été rédigé dès lors avant le Conseil des ministres, en accord avec le secrétariat général du gouvernement, pour présenter le texte qui a été adopté par le Conseil des ministres. Ensuite, le ministre bénéficie d'une retombée lors de la défense du texte devant les assemblées. Là, les journalistes ouvrent les médias au ministre maître d'œuvre du projet de loi, où le ministre précédé peut expliquer que, grâce à lui, ce qui est arrivé n'arrivera plus quand on aura voté son texte. La loi a alors une vocation incantatoire. Elle est devenue un instrument de communication visant à établir une notoriété, validant malheureusement le constat de Montesquieu qui écrivait déjà en 1758 dans l'Esprit des lois: les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme Montesquieu, je constate que des lois adoptées en grande pompe, parfois il n'y a même pas de texte réglementaire d'application de ce texte, mais ce n'est pas grave, tout le monde oublie. Enfin, 2 causes spécifiques à la vie politique française se surajoutent à tout ce que je viens de vous indiquer. Première cause, la concrétisation des engagements du chef de l'État. Le président de la République est élu sur un programme pour 5 ans, et donc la mise en œuvre de celui-ci se traduit par une multiplication des textes. Alors généralement, en début de mandat, on y croit, mais plus le mandat s'étend, moins ce genre de texte
est pris. Pourquoi? Parce que le président de la République, en général, s'il parle vraiment son texte, il espère en avoir des retombées positives avant la fin de son mandat. C'est la raison pour laquelle, en début de mandat, quand j'étais auprès d'un ministre, on mettait l'urgence sur tous les textes, de façon de faire adopter le maximum de textes tout de suite. D'abord parce qu'on bénéficie de l'aura de l'opinion, les vierges en termes d'activité politique, on vient d'arriver, il y a beaucoup d'espérance, tandis qu'à partir de 2 ans et demi, les premières crispations arrivent, y compris à l'Assemblée nationale, donc on met plus de temps à faire adopter un projet de loi. Ça, c'est la première cause spécifique à la France. Deuxième cause, la fréquence des alternances politiques. Les majorités successives modifient ou approchent les textes de leurs prédécesseurs. Ce qui se traduit par un accroissement du volume du journal officiel. Exemple, 807 406 pages ont été publiées du 1er janvier 1974 au 30 juin 2014. Les chiffres émanent de la mission de lutte contre l'inflation normaliste. Cette mission dénombre également pas moins de 400 000 normes, 10 500 lois et 127 000 décrets rendant caduque l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Effectivement, même quelqu'un qui a fait les études supérieures d'un très bon niveau, il est incapable d'ingurgiter tout ce processus normatif. Deuxième point, après avoir vu les différentes causes dans les différents types de lois et comportements politiques, l'insécurité des normes est devenue une source d'inégalité entre citoyens. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Tout d'abord, les modifications incessantes qui créent des règles instables. Plus les lois et les règlements sont détaillés, plus ils devront faire souvent l'objet de modifications et d'adaptations. L'administration, rédactrice des textes, la majorité c'est les projets de loi, vise à l'exhaustivité, à la recherche des détails que traduit le perfectionnisme des bureaux, qui est souvent incompatible avec une application facile et concrète des textes sur le terrain en raison d'un langage ésotérique pour les usagers. Regardez les textes du ministère de l'Équipement, les textes du ministère de l'Environnement, c'est un exemple du genre. Vous ne trouverez pas mieux. Si vous arrivez à comprendre la totalité du texte jusqu'à la fin, vous allez tout de suite devenir administrateur civil ou administrateur de l'État au tour extérieur, parce que pour un citoyen normal, c'est impossible. Cette instabilité chronique nécessite, pour être intelligible, des circulaires interprétatives indiquant le sens des formules et les principes d'application des textes. Les citoyens sont donc égarés par un droit instable, peu lisible et en partie imprévisible, ce qui génère un coût en termes d'investissement et en compétitivité extérieure. Selon l'OCDE, les coûts induits par la complexité administrative sont de 3 à 4% du produit intérieur brut, soit pour la France, 72 milliards d'euros. De son côté, le Conseil national d'évaluation des normes a chiffré le coût annuel pour 2014 des nouvelles normes à 563 millions d'euros. La stabilité des normes et leur prévisibilité sont un facteur de compétitivité des États. Enfin, les normes internationales sont le cadre d'une guerre d'influence qui favorise non certains pays. Exemple, il faut savoir que les Américains ont détruit la possibilité commerciale du Concorde en posant des normes environnementales qui se sont traduites par l'interdiction de survol du Concorde du territoire américain. La multiplication des textes et donc des normes est un facteur de ralentissement des décisions d'investissement pour la France. Et 2 textes récents le soulignent, lorsque la nécessité fait loi, il va y avoir une très forte réduction du formalisme administratif. 2 exemples me viennent à l'esprit, je les ai regardés. Premier exemple, le vote de la loi sur l'accélération des procédures dans la construction de réacteurs en France. C'est une loi qui, si elle avait été votée selon les processus normaux, aurait mis un très grand temps, ne serait-ce que par les exigences consultatives. Là, il se trouve que le président de la République, après avoir appliqué l'excellent programme de François Hollande, ferme les centrales nucléaires. Ça n'a rien de compartiment.
C'était le prix que les socialistes avaient mis pour rallier les écologistes, et donc on ferme la centrale. Manque de chance. Une guerre en Ukraine nous prive drastiquement d'énergie. Et je ne parle pas de nos amis allemands, hein. Je parle que de la France. Eh bien, la loi va être votée dans un temps record, puisque, j'allais dire, la politique contraire de M. Macron aujourd'hui est permise par l'adoption de cette loi-là, qui a été votée extrêmement rapidement et donc finalement une certaine discrétion. Deuxième exemple, encore plus topique, si je puis dire, le vote de la loi accélérant les remises en état des bâtiments victimes des émeutes de juin 2023. C'est une loi qui est adoptée à une vitesse. Si c'était la vitesse qui était celle-là, on aurait dans l'année, non pas une centaine de lois, mais 300, 400. Il y a eu peu de débat, c'était extrêmement rapide, nécessité fait loi, même les règles d'urbanisme ont parfois été assouplies. Malheureusement, pour les écologistes, ils n'ont même pas eu le temps d'avoir un loi au chapitre. Là, il y avait une urgence exceptionnelle, ne serait-ce que pour reconstruire les écoles, pour qu'elles soient opérationnelles à la rentrée scolaire, sachant qu'elles avaient été éclatées en juin 2023. Donc, ce fait-là, ça conduit à voir la complexité du processus législatif et donc à voir qu'il n'est pas toujours aussi complexe quand il y a vraiment une décision qui s'impose. Et deux catégories sociales professionnelles sont sensibles au poids des normes et à leurs contraintes. La première, le MEDEF. Le MEDEF, il étudie et organise des colloques sur le poids des normes européennes et parle de harcèlement textuel pour signaler l'alourdissement des codes ainsi que l'instabilité des normes. Et d'ailleurs, le MEDEF a obtenu du gouvernement, pour 3 ans, la création par décret du 8 janvier 2014 d'un conseil de la simplification pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils disent, le MEDEF, que l'empilement des normes obère la compétitivité des entreprises. Et d'ailleurs, le Parlement, dans un rapport récent, rapport d'information du 15 juin 2023, au nom de la délégation aux entreprises, relatif à la simplification des règles et normes applicables aux entreprises, corrobore absolument la réflexion du MEDEF. Donc, ça veut dire que c'est une catégorie sociale professionnelle, c'est-à-dire qui contrôle ce système-là et qui n'hésite pas à démarcher les parlementaires pour essayer d'obtenir des abrogations de textes devenus obsolètes ou de textes mal rédigés. Seconde catégorie, d'ailleurs ça ne vous étonnera pas, elle concerne les collectivités locales. Il n'y a rien de mieux qu'un sénateur pour être sensible à ce sujet extrêmement difficile. Eh bien, une loi a été votée le 17 octobre 2013 qui a créé, là encore, un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Mieux, ces parlementaires ont obtenu la désignation par un décret du 11 mars 2014 d'un, médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales, et cela a été pendant très longtemps, jusqu'à récemment, l'ancien ministre Alain Lambert. Donc, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, comme quoi elle suit régulièrement le problème, a publié un rapport le 26 janvier 2023, un rapport d'information relatif à la simplification des normes imposées aux collectivités territoriales, qui est une cause, selon eux, d'abandon des mandats des maires. Donc, vous voyez les deux catégories les plus puissantes, soit le patronat, soit les collectivités territoriales représentées par leurs élus favoris, c'est-à-dire les sénateurs, suivent la question, alertent le gouvernement et obtiennent parfois quelqu'un qui est désigné à l'année pour suivre l'évolution du problème. Si les Français, si chaque citoyen pouvait avoir, je vais dire, la même action, et j'ouvre une parenthèse pour dire que là encore, je ne dois pas rappeler Jacques Chirac, mais Jacques Chirac, en 1976, avait créé, sous l'égide de parlementaires, ce qu'on appelait les comités d'usagers. Et moi, j'ai été dans un comité d'usagers, qui était présidé par Hector Roland, député de l'Allier, pas du tout un technocrate,
Et c'était quelqu'un qui était pragmatique et qui venait déposer sur le bureau de Jacques Chirac, j'allais dire, la liste des textes qui emmerdaient. Car c'est le terme qui était employé à l'époque, il était d'ailleurs employé par Georges Pompidou à Jacques Chirac quand il était dans les carrières ministérielles. N'emmerdez plus les Français. Et Jacques Chirac avait retenu la leçon. Les comités d'usagers étaient un système qui était à la fois anti-technocratique, qui avait les oreilles des citoyens et qui avait l'appui du Premier ministre, puisque c'était un parlementaire de la majorité qui était président de chaque catégorie de comité d'usagers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'instabilité de certains codes, c'est-à-dire le nombre total de modifications du code rapporté à son nombre d'articles, conduit à constater que pour certains codes, plus de 10% de leurs articles changent chaque année. En 10 ans, de 2005 à 2015, le code de l'urbanisme est passé de 2300 pages à 3800, soit plus de 65% d'augmentation. Le code général des impôts de 2700 à 3800, soit plus de 40,7%. Le code du travail de 2650 pages à 3700, soit plus de 39,6%. Ces chiffres illustrent la fracture juridique. Une partie de la population, à cause de cela, se trouve marginalisée par un droit devenu trop complexe, tandis qu'au contraire, d'autres acteurs s'en accommodent et tirent profit de cette complexité. Il en résulte une délégitimisation des pouvoirs publics et une juridicisation de la vie administrative et donc une remise en cause du contrat social. Deux catégories de citoyens sont effectivement apparues à cause de ce phénomène. Ceux qui peuvent s'offrir des experts, parfois pour détourner les subtilités des textes à leur profit, et les autres, c'est les citoyens normaux, égarés dans le labyrinthe juridique qui sont laissés pour compte de l'état de droit. Ce coup démocratique crée une extériorité de ces citoyens qui non seulement ne se sentent plus protégés par le droit, mais mis en danger par lui. Si vous voyez là une des raisons du vote pour les partis hors système, vous voyez très bien. Ces partis hors système sont devenus les défenseurs, entre guillemets, des laissés pour compte, c'est-à-dire par tous les citoyens qui se trouvent dans l'incapacité réelle de pouvoir faire valoir le droit. Enfin, deuxième raison, l'incertitude sur la valeur normative de la norme. Outre la mutabilité importante des normes, deux autres types de lois conduisent à une insécurité. Les lois rétroactives et les lois de validation. Les lois rétroactives, elles sont permises pour des raisons d'intérêt général et elles modifient les règles que l'administration fiscale et le juge ont pour mission d'appliquer à condition de ne pas porter atteinte aux droits nés au profit contribuable en vertu de décisions de justice passées en force de choses jugées. Et naturellement, la loi ne doit pas déroger au principe de non-rétroactivité des textes à caractère répressif. Alors, je pense que vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. C'est très simple, si je puis dire. Vous allez devant un tribunal administratif. Coup de chance, malgré que vous ne le sachiez pas, le texte qu'on vous applique est illégal. Soit pour une raison de forme, soit pour une raison de fond. Donc, la juridiction administrative vous donne raison. La classe américaine, la Direction générale des impôts, fera déposer un amendement qui, entre guillemets, corrigera, parce qu'il faut être poli, le texte qui ne convenait pas, et donc, c'est ce texte-là que rétroactivement vous appliquera. C'est quelque chose qui parfois est choquant parce que c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Mais elle est admise au nom d'une bonne administration par la juridiction administrative supérieure, je veux parler du Conseil d'État. Les lois de validation ont comme objet de valider rétroactivement un acte administratif reconnu illégal par un juge ou susceptible de l'être. Qu'est-ce que je veux dire susceptible de l'être?
Comme vous savez sûrement comment ça se passe dans les juridictions administratives, vous déposez un cours, les rapporteurs sont désignés, ce qu'on appelle les rapporteurs publics, et les rapporteurs publics, avant de délibérer, indiquent la solution qu'ils recommandent à la juridiction administrative d'adopter. Généralement, la haute administration est présente. Quand elle entend le rapporteur public donner une interprétation qui ne lui convient pas tout à fait, eh bien, qu'à cela tienne, elle fait voter ce type de loi. Ce qui veut dire que parfois, le juge doit se déclarer incompétent. Pourquoi? Parce que la mesure que vous contestiez, qui était de nature réglementaire, par le vote d'une loi est devenue une loi. La juridiction administrative, y compris le Conseil d'État, n'est donc pas droit devenue incompétent. Mais c'est discret, hein. Il ne faut quand même pas l'ébruiter. Il paraît qu'on est dans un État de droit en France. Alors bon, si vous voulez, ça, il faut quand même pas trop en parler. Les lois n'ayant, ensuite, autre type de loi, les lois n'ayant aucune portée effective qui se bornent à un énoncé de principe comparable à des résolutions. Ces lois soulignent l'inapplicabilité et la non-effectivité de la règle de droit, ou même l'absence de sanctions, par absence de moyens, moins de possibilités matérielles d'obtenir l'application du texte. Cette situation favorise le recours à la transaction dans le but d'éviter un contentieux. On dit d'ailleurs souvent, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Pourquoi? Parce que votre arrangement, on va le discuter maintenant, tandis que votre procès, il peut se durer sur 10 ans, 15 ans, avec les frais d'avocat facilités. Enfin, une dernière extension du domaine de la loi qui ne relève pas de la compétence parlementaire doit être mentionnée, les lois mémorielles sur l'histoire. Là aussi, c'est quelque chose de relativement nouveau. Suite à des demandes médiatisées de groupes de pression, le Parlement vote des lois imposant une lecture historique à la place des historiens. C'est ce que j'appelle une vérité d'État. Exemple, la loi Guesso, la loi Taubira, la loi Mekachera. La loi Mekachera, en revanche, là encore, été abrogée en raison du fait que les historiens sont montés au créneau et que le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a demandé d'abroger cette disposition-là. C'était une disposition qui devait mentionner dans les programmes scolaires les bienfaits, entre guillemets, de la colonisation, notamment de l'Algérie. Inutile de vous dire que Bouteflika a décroché son téléphone chez Jacques et que la chose a été immédiatement corrigée. Ces lois sont contestées comme vecteurs d'un pensée unique, notamment par les nombreux historiens qui voient un signe d'intolérance en frappant d'excommunication ou d'ostracisme ceux qui ne se conforment pas au canon que ces lois édictent. Elles seraient le signe d'une société d'interdits. Depuis la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à une époque récente, le droit français a représenté un modèle dont se sont inspirés de nombreux États du monde. Il constitue un ensemble cohérent, intelligible, codifié, servi par une langue claire, dense et précise. Ces caractères se sont malheureusement fortement altérés de nos jours. C'est le constat que le Conseil d'État fait dans ses 3 rapports publics. Et cela, malgré les administrations des présidents de la République depuis 1995, malgré les exigences du Conseil constitutionnel par ce que l'on appelle l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, proclamé par les décisions du 16 décembre 1989 et du 29 juillet 2004. J'y ajoute les nombreuses circulaires des premiers ministres depuis 1983, les alertes des présidents des assemblées et le contrôle du Parlement avec l'Office parlementaire d'évaluation de la législation. Il faut tout de suite constater qu'en l'absence de mécanisme de révision automatique des textes, le constat de la haute juridiction a conservé toute sa permanence et le constat était le suivant. Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu'une oreille distraite. Cette situation concerne la France, mais la France n'est pas le seul État concerné. J'ai été regarder dans les États qui nous environnent. Alors, je ne parle pas de la Chine, de la Russie, voilà, où les textes sont multiples et concernent un très grand nombre de domaines de la vie des citoyens. L'inflation normative concerne déjà tous les États européens.
Donc la France, elle, a produit de nombreux rapports, adopté plusieurs lois de simplification et institué le 3 mai 2018, sous l'égide du secrétariat général du gouvernement, une étude annuelle pour mesurer l'inflation normative. Cette étude comprend des indicateurs de suivi de l'activité normative et permet de mesurer le phénomène sans le ralentir vraiment, nonobstant les études d'impact qui étaient créées par la loi organique du 13 avril 2009, dont l'objet était de justifier l'opportunité de normes nouvelles. Cette contrainte s'est avérée plus formelle que réelle, et d'ailleurs, pour vous garder, quand vous regardez l'étude que réalise le gouvernement préalablement au dépôt du texte, c'est l'administration qui le rédige, donc c'est une auto-justification du projet, puisqu'il n'y a rien de contradictoire dans cette étude d'impact. Là encore, le citoyen est absent. Si j'étais conseiller d'un président de la République, je demanderais qu'il fasse l'objet d'une étude contradictoire, en commençant par entendre ceux qui sont concernés par l'objet du texte. Ce serait pas mal. Donc certains États européens se sont aussi attaqués à l'inflation normative. Alors la Grande-Bretagne, elle s'est inspirée du Regulatory Policy Committee, qui a instauré la règle de one in, two out. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pose un texte et j'en virgule. Aucune loi nouvelle ne peut intervenir sans en avoir abrogé au moins deux. L'Allemagne a créé le Normal Control Rat le 14 août 2006, qui accompagne les programmes fédéraux avec pour résultat une baisse de 25% du nombre de normes par législature. C'est la discipline allemande, les résultats sont là. Plusieurs lois d'allègement de la bureaucratie ont été adoptées en 2016, 2017 et 2019. Les Pays-Bas ont mené à partir de 2011, avec la création d'ACTAL, Handelscollege Toetsing Rogelruck, qui est une autorité consultative de contrôle de la pression normative, une action visant à diminuer les coûts de cette pression, tant pour les entreprises que pour l'administration, et une amélioration de la lisibilité des textes en application. Chaque gouvernement à son entrée en fonction remet un programme avec des objectifs chiffrés et s'appuie pour l'estimation de la charge réglementaire sur une autorité indépendante, le comité consultatif qui évalue l'impact des lois votées via des tests qu'on appelle tests PME sur des sociétés en concertation avec les fédérations professionnelles. La Suisse évalue depuis 1999 l'impact des lois sur les entreprises. La Suède a instauré en 2008 le Regelratet qui vise les mêmes résultats que les Pays-Bas. Ces États sont sensibles aux coûts budgétaires et sont attentifs aux préoccupations et préconisations de l'OCDE visant à éliminer la paperasse. La simplification administrative dans les pays de l'OCDE est un objectif traduit en 2003 dans le rapport « Mieux légiférer en Europe ». En 2010, l'OCDE a chiffré le coût de la surabondance de réglementation à 60 milliards d'euros, soit 2,7% du PIB. Et plus tard, une étude des tendances mondiales en matière de politique de réglementation s'est traduite également par l'évaluation d'un coût financier très élevé. À nouveau, en 2021, après la pandémie du Covid, l'OCDE a mis en évidence le rôle crucial que joue la réglementation dans l'économie et la société. Enfin, les États-Unis ne sont pas épargnés par le phénomène. En 2022, le nombre de pages du Federal Register est de 80 756, en accroissement de 10% par rapport à 2021. Depuis 1936, qui est la première année de création du Federal Register, c'est-à-dire le journal officiel, 215 405 règlements ont été publiés. Le Code de réglementation fédérale compte fin 2021 180 346 pages contre seulement 22 877 pages en 1960, en sus du Code des États qui comptabilise toutes les lois. Parce qu'aux États-Unis, c'est un État fédéral, donc il faut additionner les deux niveaux. Alors, un aperçu annuel de l'état de la réglementation fédérale, publié par le Competitive Enterprise Institute, évalue le coût de la réglementation fédérale à 7,4% du PIB des États-Unis. Ces réglementations sont qualifiées de taxes réglementaires cachées ou d'impôts cachés de l'État régulateur américain. Alors en France, je vous l'ai dit, plusieurs actions n'ont pas encore été mises en œuvre, comme le vote du mois quinquennal de simplification
ou encore proclamer et appliquer la simplification des normes comme objectif à valeur constitutionnelle. Néanmoins, et c'est la conclusion globale, si la règle d'inflation normative est une illusion, on n'y arrivera pas, aucun État n'y est arrivé. Certains considèrent qu'il y a une dictature de la bonne conscience qui amène à légiférer plutôt qu'à résoudre les problèmes. Merci beaucoup, cher Christian. Moi, j'avais prévu quelques petites séries de questions, mais en fait, ton intervention, tu les as toutes répondues, à savoir qu'est-ce qui se passait dans d'autres pays. En plus, tu as ouvert la conférence sur la Chine, la Russie, etc. Donc, merci beaucoup. Juste peut-être rebondir sur un point en particulier, le DPE. Je trouve que tu as été un peu sévère. Parce que derrière, non, mais derrière ce dispositif, c'est qu'il y a une volonté d'un habitat, je dirais, salubre et confortable. Voilà. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, en plus, après, il y a eu des causes comment dire, multiples, mais sur la hausse de l'énergie, etc. Je veux dire, un logement mal isolé, avec un loyer qui peut être élevé, plus le coût d'énergie qui vient se mettre dessus. Voilà, je trouve que s'il faut passer par la loi pour contraindre les propriétaires à faire les travaux pour offrir aux locataires une vie dans un environnement confortable, et encore même confortable, tout est relatif. Mais moi, je l'accepte. Il y a eu aussi, alors l'année m'échappe, mais la présence des femmes dans les conseils d'administration, c'est vrai qu'on peut déplorer qu'il faille passer par la loi pour intégrer 50% de l'humanité dans les conseils d'administration. N'empêche que si la situation a évolué, même si encore aujourd'hui elle n'est pas idéale, eh bien ça a pu se faire au travers de la loi. Il y a une actualité là qui est tombée, là, enfin qui était déjà un peu sous-jacente l'année dernière, mais qui revient aujourd'hui. Vous avez dû entendre parler du reste à charge pour les personnes qui vont vouloir se former et utiliser leur CPF, leur compte personnel de formation. On a décidé, voilà, que les gens qui souhaiteront se former, mais qu'il y aura un reste à charge. Alors, je trouve ça un petit peu fort de café. Excuse-moi, Madame la Présidente, de profiter de ce micro pour porter cette revendication, mais moi, elle me met très en colère, à savoir que, mais ça va être encore, je dirais, peut-être les gens les plus éloignés de l'emploi, ou en tout cas ceux qui ont le plus besoin de formation qui vont être pénalisés. En même temps, on a des métiers sous tension, enfin je veux dire des filières comme le bâtiment, et puis en même temps on lance une campagne qui annonce qu'il faut renforcer la sécurité sur les chantiers, parce qu'on sait que le bâtiment voilà, peut être accidentogène, mais seulement la prévention, ça passe aussi par la formation. Enfin voilà, tout ça c'est un petit peu le champ qui se convaincu. Voilà. Je te redonne le micro. J'ai été tout à fait sensible à ton discours d'amélioration de l'habitat, comment ne pas y souscrire. Le motif est noble. Ah, mais j'ai le sens. Sois sincère, je n'en doute pas. Je te répète, quand on pose dans un texte législatif une obligation de DPE qui pose des contraintes drastiques, évolutives, et d'ailleurs, si le secteur du bâtiment se porte de la manière dont il se porte aujourd'hui, bon, je vois bien que le gouvernement n'a pas réfléchi, il est occupé à beaucoup d'autres choses, visiblement, mais c'est quand même en partie une des raisons de la difficulté. 4 modifications du DPE, aujourd'hui non encore stabilisées, alors qu'on l'a rendu obligatoire, et que, si je puis dire, moi, si tu veux, les écologistes me font toujours sourire. Leur politique traduit une politique antisociale. Si tu veux interdire les centres-villes à certaines voitures, bah, c'est pas le président directeur général qui va être gêné. Le DPE, là encore,
c'est dans le 16e, il n'y a pas trop de boulot. Puis de toute façon, il y a plein de bâtiments qui ne feront pas sur des immeubles haussmanniens. Il n'y en aura pas. Un tiers des logements parisiens Qui ne se louera plus. qui ne se louera plus. C'est déjà fait. C'est Voilà. un drame. Il paraît qu'il y a une pénurie de location. Ah oui. Voilà, mais moi, si tu Voilà, veux, conséquence. je souhaiterais qu'il y ait des pouvoirs publics et éventuellement des législateurs qui soient compétents. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils votent un texte, ils se mettent à la place du citoyen qui devra l'appliquer. Le DPE, désolé, c'était un système de tâtonnement. D'abord, ce truc-là émane, je te répète, de 150 titres tirés au sort, un peu comme 14 en Grand Conseil finalement. Donc la légitimité de ces gens-là est nulle. Ils ont été travaillés par les quelques types qui étaient engagés sur le sujet, et le président de la République, par une responsabilité exceptionnelle, leur a dit « Je prends la loi telle que vous l'écrivez ». J'ai envie de dire, c'est plus la peine qu'un Parlement finalement. Il n'y a pas d'ailleurs que pour l'accord sur l'Ukraine, je constate qu'on s'en est passé. Si le Parlement, qui est une institution de la Ve République, dont je pensais qu'un certain nombre de socialistes qui sont devenus macroniens seraient sensibles à ce rôle du Parlement qu'ils ont officiellement toujours défendu, là je suis étonné qu'ils ont oublié l'existence. Donc, revenons au DPE, sûrement que c'est une bonne mesure, et d'ailleurs les écologistes ont toujours de bonnes mesures dans la théorie. C'est un petit peu comme le communisme. Moi, vous savez, le communisme, quand il me disait à chacun selon ses besoins, je votais pour. Je votais pour. On me disait, il me disait, il n'y aura plus de classe. Très bien. Et quand j'avais l'Union soviétique, les Berioska étaient réservés aux camarades, les apparatchiks allaient dans les cliniques, ils avaient une qualité de vie top niveau, les filles pouvaient venir en France tranquillement sans être tracassées par les normes. Donc moi, si tu rassures la fonction en type d'apparatchik, le communisme me convient très bien. Sauf que malheureusement, entre le discours et les actes, il y a un très grand fossé. Et bien là, les écologistes, qui officiellement sont quand même des gens qui sont à gauche, il ne faut quand même pas avoir peur de dire, eh bien, les mesures qu'ils font prendre, je dirais toutes les mesures qu'ils font prendre, elles se traduisent par des mesures antisociales. C'est la restriction de circulation pour ceux qui n'ont pas les moyens, et je ne te parle même pas de l'outrecuidance des pouvoirs qui, par injonction contradictoire, nous disent qu'il faut qu'on passe à l'électricité dans les voitures, et dans le même temps, nous matraquent pour le prix de l'électricité, qui nous matraquent par le fait qu'ils ont fermé les centrales nucléaires en France. Si tu veux, il y a, comment t'expliquer, moi je ne fais pas de politique, mais je constate quand même qu'un citoyen normal, quand il entend ça, il a quand même du mal à s'y retrouver, à trouver une logique, et je dirais même à comprendre la logique d'un programme gouvernemental. Donc moi, je ne conteste pas l'amélioration des logements. D'ailleurs, je suis de la famille politique de ceux qui ont pris les premiers textes, la loi Vivien, la loi de résorption de l'habitat insalubre, c'est mes amis. Et par contre, ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'excès de réglementation, d'abord, les gens ne les comprennent pas, deuxièmement, ils en changent, et troisièmement, même dans le financement, ils annoncent des choses qu'en cours de travaux, si je puis dire, ils changent. Donc, je ne veux pas critiquer là-dessus, naturellement, mais je ne suis pas celui qui fait changer sa maison, qui fait les adaptations, mais je considère que ça, c'est ce que j'appellerais une rupture de contrat. Tu m'annonces une chose, tu me dis, tu finances un certain nombre de choses, et au milieu des déductions du travail, tu me dis, il n'y a plus de sous, on revoit le programme. On va donner la parole à notre vice-président, si tu veux aller là-bas. Là, tu as touché mon point sensible, parce que je suis le logement pendant 35 ans. Je me suis propre des établissements bancaires de serveur, je suis financé. Et je suis arrivé le DPE. Je l'ai arrivé. À l'époque, on avait je participais à plusieurs minutes. Un livret d'état des logements. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'un tiers des immeubles parisiens, c'est pas des mémoires, il suffit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va loger les gens où? On va vider, mais il y a un tiers ils sont pas habitables. On ne peut pas les reloger. Donc là, il y a certainement des améliorations. On n'est pas contre les améliorations des logements, mais il faut les financer.
Et là, c'est pas financé. Après, pour illustrer les propos de Famille sur le logement et sur les lois à faire valoir des ministres, j'ai vu passer, allez, je vais faire court parce qu'il y en a également, la loi de Robien sur le logement, la loi Borloo, la loi Sellier, la loi Duclos, la loi Pinel, et j'en ai passé, parce que sinon, il faut arrêter. Faut arrêter. Et certaines s'empilaient les unes sur les autres. Il y a un problème. Il y a une loi du logement avec des avantages fiscaux, si on veut le financer comme ça, des avantages avec des financements, et on n'a pas, chaque ministre fait sa loi. Ah, j'avais oublié à parler. Voilà. Mais donc, c'est plus possible. Alors après, je me souviens d'un brillant architecte, qui était M. de Porzenbach, qui, lors d'un colloque que j'assistais, avait dit « c'est pas compliqué ». Il avait dit « le code de l'urbanisme en France, c'est 4000 articles. En Allemagne, c'est 600. Est-ce que vous pensez que les Allemands construisent moins bien que les Français ?» Question. Ça restait une question. Voilà. Merci. Nous allons conclure cette excellente conférence. On vous remercie de votre prestation. Bonne soirée. Et allez sur notre site liberty.tv pour voir les autres conférences. À bientôt. Merci. On avait pas le temps. 1h30. C'est cool.